dans l'islamisme, il y a une espèce de façon de s'habiller d'un nouveau élan du totalitarisme, comme ceux qu'on a connus du nazisme, du stalinisme, du fascisme, du hutuisme, du polpotisme, du maoïsme, etc. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du Studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme thème de réflexion pour cette semaine l'islamisme, le masque contemporain d'une aspiration totalitaire. Et avec nous pour en parler, en ligne depuis Paris, Gérard Rabinovitch. Gérard, bonjour et shalom. Bonjour. Bonjour. Et Gérard Rabinovitch, vous êtes philosophe spécialisé dans le domaine de la philosophie politique et aussi directeur de l'Institut européen d'études Emmanuel Levinas de l'Alliance israélite universelle à Paris et de plus auteur de plusieurs ouvrages traitant entre autres des origines socio-psychologiques et historiques donc des régimes totalitaires et de leur terrifiant système de destructivité. Alors, juste avant l'horrible égorgement et pas seulement décapitation voilà quelques jours en région parisienne d'un professeur d'histoire français et je crois que c'était à Conflans-Sainte-Honorine au prétexte qu'il avait donné un cours sur la liberté d'expression à ses élèves en produisant des caricatures, les fameuses caricatures du prophète Mahomet. Vous avez publié sur le net et plus spécialement dans le cycle Crise civilisationnelle contemporaine, il y a quelque temps, de manière assez récente, une analyse fort intéressante et originale, écartant la fausse dichotomie bien française laïcité-religion, qui veut expliquer certains phénomènes historiques. Et en fait, dans votre analyse, vous avancez que l'islamisme est tout au contraire, en fait, l'habillage ou le masque, dites-vous, contemporain d'une aspiration totalitaire. Alors, pouvez-vous nous faire un bref résumé de cette analyse assez originale, il faut le dire, dans le contexte français? Bon, il y a une tendance, on pourrait dire cognitive, qui fait qu'on va vers le connu pour expliquer l'inattendu. Et ce tropisme-là fait qu'en France, on a tendance à penser les événements qui remontent à quand même, ça a commencé il y a une vingtaine d'années quand même, de dire que quelque chose s'est amorcé du côté d'un conflit de cette nature que de celle qui apparaît maintenant. La tendance était de penser cet enjeu-là sur le modèle de la guerre scolaire du début du XXe siècle, guerre scolaire qui faisait que la République naissante, développant ses propres paramètres éthico-politiques, avait comme concurrent, et dans une bataille rude, ardue, la cléricature catholique. Et il y a eu une bataille entre les deux. Cette bataille a abouti d'ailleurs à une loi de 1905 qui devrait être évoquée bientôt, au mois de décembre. Et cette loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État a installé une espèce de neutralité à la fois des institutions publiques et en même temps de l'école, ce qu'on a appelé la laïcité, qui ne veut pas dire nécessairement l'athéisme, mais qui veut dire la neutralité par rapport aux options spirituelles de la société et de la population. Alors certains voulaient que ça soit l'athéisme contre la religion. Alors elle avait un défaut d'ailleurs à ce moment-là, c'est que c'était tellement la bataille a été tellement rude que la tendance de l'école laïque était de balayer tout le patrimoine et l'enracinement dans le monothéisme via le christianisme de la spiritualité et de la culture européenne et française. Alors qu'on peut dire que la bataille républicaine et ses grands signifiants liberté, égalité, fraternité sont des enfants du monothéisme aussi d'origine. Et il y avait un grand inspecteur d'histoire, un des grands fondateurs de l'histoire, et l'histoire c'est pas rien, on va y revenir probablement dans l'histoire de la République et dans le fondement et les fondements républicains, qui disait, Ernst Slavist il s'appelait, qui disait notre histoire commence avec les Grecs. Qui était balayé complètement l'histoire européenne et de la culture française et de la littérature, des arts, de la musique
de tout ce qui était inspiré par les récits bibliques. L'héritage biblique, on peut dire. L'héritage biblique est ce que le poète William Blake appelait le grand code européen. Et on le retrouve chez Spinoza, on le retrouve chez Hobbes. Enfin bon, bref, cet héritage-là avait l'air d'être mis de côté. Et alors, en voulant penser cette bataille comme étant actuelle, comme étant un avatar et une répétition de l'ancienne, eh bien, c'est une façon de ne pas comprendre que ce n'est pas cet enjeu-là qui est en cause, en effet. Pas toute religion et pas le religieux est nécessairement barbarie, et la laïcité peut servir de couverture pour les exactions les plus sadiennes. Donc, ce n'est pas là qu'est l'enjeu, c'est un enjeu d'une autre nature. Et c'est ce que j'ai essayé, en effet, de proposer en disant, mais il y a, ce n'est pas l'islam, mais dans l'islamisme, il y a une espèce de façon de s'habiller d'un nouveau élan du totalitarisme, comme ceux qu'on a connus du nazisme, du stalinisme, du fascisme, du houtouisme, du polpotisme, du maoïsme, etc. Et que même si le paratextuel vestimentaire n'était pas de même nature, même si les énoncés n'étaient pas de même nature, la structure profonde était de même nature. La structure profonde qu'on retrouve à chaque fois, c'est un pattern. Il y a toujours un fantasme de collectivité fusionnelle qui confond l'identitaire et l'identique. Il y a toujours une sorte de monolithisme de pensée qui n'a jamais d'exégèse, qui n'a jamais d'herméneutique interprétative, etc. Il y a toujours une capture instrumentale de tous les délinquants, des voyous, des gangsters, des trafiquants. Tout ce que Marx appelait le Lumpenprolétariat et dont il disait lui-même qu'il n'y avait rien à attendre de bon. Et puis, il y a aussi toujours un pouce au jouir généralisé à l'agressivité, à la cruauté, à la destruction, qui est articulé avec une espèce de narcissisme de toute puissance très infantile et dont l'attraction rayonne au-delà du noyau initial et fait que cette attraction, malheureusement, capte et entraîne et suscite des conversions. Et puis, en même temps, eh bien, il y a toujours aussi une espèce d'appétence à la servitude dans l'allégeance à des figures archaïques du politique, les figures de ce que Freud appelait la horde primitive, quoi. Et on le retrouve à chaque fois. Ce qui fait que l'enjeu, ce n'est pas religion contre laïcité, l'enjeu, c'est vraiment le totalitarisme contre les sociétés ouvertes. Et de ce point de vue, tout totalitarisme, quel qu'il soit, pas seulement l'islamisme, mais les antérieurs, celui n'est qu'une nouvelle configuration de la chose, et sont les ennemis terme à terme de la liberté, terme à terme de l'égalité, terme à terme de la fraternité, mais on pourrait ajouter terme à terme de la raison et terme à terme de la justice. En fait, ces 5 grands signifiants qui sont les signifiants d'une société ouverte et d'une société d'élévation, d'avancement de l'histoire de l'humanité dans sa propre direction, au meilleur d'elle-même, sont les objets d'hostilité profonde de n'importe quel totalitarisme. Alors, en Europe et plus particulièrement en France, parce que la France est un prototype, disons, au niveau des idées de ce qui se passe en Europe, c'était comme si, disiez-vous, les intellectuels et surtout les pouvoirs publics, les autorités, refusaient de voir qu'il existait bel et bien, surtout depuis 2015, ce que vous appelez une guérilla islamiste dans l'Hexagone. Écoutez, c'est simple. Alors, pourquoi cet aveuglement ? Reprenez même d'un point de vue, je dirais, purement événementiel. Il y a les militaires à Montauban. Il y a des policiers un peu partout, y compris jusqu'au sein de la préfecture de police. Il y a les enfants et l'enseignant de l'école aux Aratora à Toulouse. Il y a les dessinateurs. On parlait des victimes de… Oui, il y a les dessinateurs et les rubriqueurs de Charlie Hebdo. Il y a les clients et les vendeurs de l'hypercachère. Il y a les publics du Bataclan. Il y a les promeneurs de Nice. Il y a le prêtre qui faisait son office à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et cette fois-ci, il y a le professeur d'histoire et d'éducation civique, M. Samuel Paty. Je veux dire, c'est l'ensemble, c'est tout un éventail très large
de la population française, dans sa diversité aussi bien sociale que, je dirais, culturelle, qui est l'objet d'attaques telles qu'elles se présentent. Et même parler de terrorisme, parce que c'est l'acte en lui-même terroriste, mais la pratique, c'est une pratique de guérilla déjà. C'est-à-dire qu'on est devant un phénomène qui est un phénomène de guerre, qui n'est pas seulement un phénomène d'intimidation. Alors, justement, après les attentats de Charlie Hebdo du Bataclan, que vous citiez, et même après, moi j'appelle ça l'égorgement en décapitation, parce que c'est pas seulement une décapitation. On égorge et on coupe la tête, mais le terme égorger renvoie tellement à la guerre d'Algérie qu'on n'en parle pas trop dans la presse française. On s'emploie plus, aviez-vous relevé, à dénoncer un phénomène connexe, c'est le séparatisme de l'islam radical qui trahirait le fameux vivre ensemble. Plutôt qu'à analyser comme il le faudrait, sur le fond, les aspirations totalitaires en tant que système sociétaire et psychologique des coupeurs de tête. Justement, une analyse, si je me souviens bien, que vous développiez déjà il y a quelques années dans votre ouvrage aussi court que passionnant, et sans doute passionnant parce que court et très très condensé, qui s'appelait Somnambule et Terminator, qui analysait la vague islamiste associé à Daesh, le fameux État islamique. Alors, ce problème du séparatisme, c'est une redite de l'analyse concernant la laïcité, la dichotomie laïcité-religion, mais dans les catégories de l'aspiration au vivre ensemble française. Oui, ben, quand ce mot est apparu depuis la gouvernance en France et reproduit et installé par l'ensemble des grands médias français, j'étais un peu surpris. À la fois, c'était une tentative de dire qu'il y avait enfin un problème, c'était de le prendre en charge, mais c'était comme si on escamotait encore la question de sa nomination. Et le séparatisme, on connaît quand même d'une certaine façon le séparatisme, ça existe. À Méaché-Harim, il y a du séparatisme, il n'y a pas une offensive. Or, parler de séparatisme, c'est nier qu'il s'agit d'une offensive contre la société française et contre la civilisation en France. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une volonté de se séparer. Si il s'agissait de séparatisme, qu'est-ce que feraient les familles très islamiques? Elles enlèveraient les enfants de l'école publique. Elles ne viendraient pas imposer dans l'école publique comment ça doit être selon elles. Le séparatisme, ça serait le père qui a monté toute cette affaire à l'origine, qui a abouti à la mort de ce professeur d'histoire. Il faut revenir là-dessus parce que ce professeur d'histoire, c'est professeur d'histoire. C'est-à-dire que c'est non seulement on attaque un professeur, c'est-à-dire la figure la plus emblématique, symbolique de la République française, dans son lien avec l'éducation, et en plus, c'est un professeur d'histoire, c'est-à-dire que c'est la figure en majesté de l'enseignant dans la République française. L'école est et c'est tout à l'honneur de la République, hein, l'école est un bastion de la République, depuis justement cette bataille que j'évoquais tout à l'heure. Et en plus, au sein de l'école, on peut dire que le professeur d'histoire, c'est le nouveau clerc, quoi, le clerc séculier, le clerc laïque de la société en France. Or, c'est lui qui a attaqué quand même. C'est vraiment une attaque sur les fondamentaux symboliques de la société. Ce père, donc, s'il n'était pas content, bon, on a compris, je ne vais pas rentrer dans le détail, tout le monde le connaît maintenant, il avait qu'à retirer ses enfants de cette école. Or, ce n'est pas ça qu'il fait. Il va demander qu'on exclue, dans un premier temps. Il va demander que ce soit le professeur qui soit puni. Je veux dire. Donc, on n'est pas devant du séparatisme, c'est ça que je veux dire. On est dans une stratégie de conquête, en quelque sorte. D'offensive. Psychologique. Oui. De conquête, je ne sais pas, mais d'offensive. En général, les offensives, c'est pour des conquêtes, ce n'est pas pour autre chose. Mais en tout cas, c'est une offensive. Eh bien, séparatisme, ça a l'air d'être un bricolage. Et en effet, vous l'avez évoqué, c'est que l'antonyme du vivre ensemble. Donc, c'est une fabrique d'éléments de langage. Je ne sais pas quelle officine a sorti ce mot-là. Ça n'a pas beaucoup de sens et beaucoup de valeur. Bon, des fois, la politique, elle est faite de compromis. Mais c'est juste un terme creux, comme il y en a plein, comme la
politique produit aujourd'hui des termes creux avec des officines d'éléments de langage. Mais en plus, séparatisme, ça a un effet possiblement de confusion. Est-ce qu'un jour, n'en doutons pas, quelqu'un, profitant de l'appellation séparatiste, viendra dire que le fait de faire la circoncision, la Brit Mila, c'est du séparatisme? Est-ce que le ministre de l'Intérieur, qui est un bon ministre de l'Intérieur, il a fait une sortie sur les supermarchés en dénonçant qu'il y avait des rayons qui étaient des rayons d'alimentation ethnique? Et so what? C'est pas grave. Donc, il y a un risque dans le mot séparatisme. Il y a à la fois le fait que c'est insuffisant et à la fois que ça peut ouvrir dans des directions qui déborderont l'emploi de ce mot tel qu'il voudrait être utilisé. Donc, bon, c'est ce qui fait que le politique, des fois, on a envie de plus s'y engager, mais de le regarder comme un objet anthropologique. Alors, dans ce contexte d'aveuglement des élites, enfin d'une bonne partie des élites et des dirigeants français qui donc refusent, comme vous le releviez depuis des années, à appeler un chat et à définir l'islamisme radical comme le nouveau totalitarisme du XXIe siècle, eh bien, comment expliquez-vous sur un autre plan, parce que évidemment notre dialogue est fait entre Jérusalem et Paris, comment expliquez-vous que les médias de l'Hexagone ces dernières semaines aient si peu parlé, mentionné les récents accords de paix entre Israël, les Émirats arabes unis et le Bahreïn, et plus récemment, il n'y a pas encore des accords, mais il y a une normalisation qui s'annonce avec le Soudan. Alors, à quoi, selon vous, serait dû cet aveuglement-là, très partisan, notamment au niveau de l'information, quand il s'agit d'Israël? C'est à la fois un phénomène générationnel, un phénomène de pattern général. Banalement, on dit, on parle de logiciel, mais j'aime pas non plus beaucoup cette expression. Le logiciel est figé en France, aussi bien dans la diplomatie française que dans la conception médiatique des choses. Il est figé. D'un point de vue diplomatique, la France avait une politique qui avait sa logique propre, sur laquelle il n'y a rien à en dire. On peut dire ou en dire on n'est pas d'accord, mais enfin, elle a sa cohérence et sans doute sa pertinence, mais c'était la politique arabe. Elle avait ses fixations. On les revoit d'ailleurs toujours avec la façon dont elle s'en tient, et dernièrement, avec justement ce qui est en train de se passer, auquel vous faites allusion et je vais revenir, elle s'en tient à ce qu'elle appelle le droit international. Bon, le droit international, c'est les différentes résolutions de l'ONU, etc. Et entre nous soit dit, qu'il y a un droit international qui, entre nous soit dit, surtout en ce qui concerne le conflit arabo-musulman, arabo-israélien plutôt, est sujet à caution et à interprétation, parce que le droit international, c'est pas non plus un dogme. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle s'en tient à ça, et évidemment, ça pose des questions. Elle s'en tient à ce droit international dont elle se veut le garant. Je me permettrai de dire que il y a aussi un droit international contre le crime organisé, et que je sache, les organisations palestiniennes, depuis le début, comme j'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois de l'écrire, y compris en Israël, j'ai été amené à pouvoir le dire aussi, les organisations palestiniennes sont de structures plutôt mafieuses, de corruption. Or, ça aussi, ça relève du droit international. Donc, si on veut être vigilant sur le droit international, on n'est pas seulement vigilant sur les résolutions de politique internationale, on est aussi vigilant sur les questions de crimes organisés. Et donc, de ce point de vue, il y a une contradiction peut-être là-dedans. Il y a, et puis si on est garant du droit international, on doit l'être aussi du droit à la vérité historique. Or, on n'a pas vu beaucoup les diplomaties européennes défendre à l'UNESCO la vérité historique. Elles ont parfois voté ou elles se sont simplement abstenues
sur des élucubrations palestiniennes par rapport à l'histoire, dans des résolutions à l'UNESCO. Oui, notamment par rapport à Jérusalem et à Hébron, entre autres. Exactement, oui. qui font honte. Et je devrais faire honte à ces représentants d'avoir pu soutenir ou d'avoir pu seulement s'abstenir dans de telles résolutions. Donc le droit international, ou on le joue totalement dans l'entièreté de ses enjeux, ou bien ça devient un prétexte. Ça, c'est au niveau de la diplomatie. Au niveau de la presse, quand je dis c'est générationnel, moi je pense que c'est un effet toujours de la période 68, post-68, dans l'espèce de collage qu'il y a eu entre la guerre des 6 jours de 67 et puis 68, et que ça s'est transmis de génération en génération, déjà sur 2 générations à mon avis. Le Moyen-Orient, Saul Bellow avait une expression pour parler du conflit israélo-arabe. Il disait le monde occidental a 3 villégiatures. Une villégiature de sport d'hiver, c'est Zermatt. Une villégiature balnéaire, c'est la Côte d'Azur. Et une villégiature morale, c'est le conflit israélo-arabe. Donc, en disant ça, c'est assez clair, ce que disait Saul Bellow, c'est que le Moyen-Orient ne sert pas à aller regarder dans une éthique de la vérité, des rapports de force, de la complexité, mais d'avoir des postures. Or, évidemment, ces postures-là sont prises en défaut, comme la diplomatie, à mon avis, par ce qui se passe et à quoi vous avez fait allusion, c'est-à-dire les accords avec Bahreïn, avec les Émirats, la possibilité que, comme vous l'avez dit, il y a le Soudan, peut-être d'autres États, que l'Égypte est un facteur de facilitation, que l'Arabie saoudite, au moins actuellement, on verra si ça va plus loin, mais laisse l'espace aérien ouvert, la Jordanie, l'espace aérien ouvert. Je veux dire, il se passe quelque chose. Et il y a un décloisonnement. Oui. Il y a un décloisonnement au Moyen-Orient qui devrait être salué par ceux qui sans cesse ont le mot paix à la bouche, puisque même si on n'est pas dans une paix accomplie. Alors, ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. Vous avez totalement raison. Mais il faudrait ajouter. Je ne sais pas qui a eu l'idée magnifique d'appeler les accords avec les Émirats le pacte ou les accords d'Abraham. Je veux dire, je ne sais pas qui a eu cette idée-là et qui l'a mis sur la table, mais elle a été reprise et elle s'appelle comme ça. Et c'est cette idée. Ça a une puissance d'évocation que le Moyen-Orient peut comprendre et que l'acculturation française ne comprend plus. Pour eux, ça a l'air d'être un gadget archaïque ou un gadget, alors qu'en fait, ça a une signification extrêmement profonde d'un point de vue symbolique. Et que ça a été mis sous ce titre-là. C'est prometteur. Je ne suis pas un type très optimiste en général. Hein. Je pense que le pessimiste, c'est un optimiste bien informé. Alors, la vie nous informe de beaucoup de choses, qui est qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions. Mais néanmoins, quand une ouverture se produit, il faut la tenter. Or, une ouverture telle qu'elle se produit en ce moment, ça a une puissance de nouveauté que ni les médias sont capables de prendre et qui prennent à contre-pied, en fait, tout le pattern habituel de la politique française au Moyen-Orient. Et quand je dis Moyen-Orient, ce n'est pas seulement israélo-arabe, parce qu'on voit ce qui est en train de se passer avec Erdogan, avec la Turquie. Alors ça, ce n'est pas le monde arabe. C'est certainement le monde musulman, mais ce n'est pas le monde arabe. Or là, la situation semble s'aggraver quand même. Erdogan a des ambitions de reconstruction de l'Empire ottoman. Plus que ça, manifestement, il veut devenir le calife et restaurer le califat dont il serait le calife et à la place de Daesh. Et il instrumentalise les groupes combattants particulièrement violents et cruels, comme Daesh par exemple. Il les instrumentalise non pas les combattants, mais en les envoyant au Haut-Karabakh,
en les envoyant en Libye, il y a là quelque chose de grave qui se produit. Et la compréhension que pouvait en avoir antérieurement le monde politique ou politico-médiatique de ce qui se passe au Moyen-Orient est complètement prise en défaut de ce point de vue. Le Hamas est devenu un proxy de Erdogan, ça se voit ces jours-ci. Hein, je veux dire, qui envoie aujourd'hui des militants, même à Tel Aviv, devant l'ambassade, devant la résidence de l'ambassadeur de France, manifester. Ouais. Là, il y a donc c'est comme si toute cette politique-là s'effondrait, était prise en défaut, que Erdogan l'utilise et utilise une espèce d'opprobre rassembleuse autour de lui pour en faire son propre instrument, l'agiter. C'est une nouveauté à laquelle je pense l'ensemble de la classe politique française et des médias devraient vite s'initier et s'adapter. Alors, nonobstant cette espèce, non pas de censure, mais ce non-dit qui est fondé sur ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire une difficulté à lire les avancées qui pourraient intervenir au Moyen-Orient, les avancées de paix, de compréhension, puisqu'il manque, je dirais, un référent, il manque une volonté de lire le réel qui ne serait pas, je dirais, contingentée par les options diplomatiques ou même idéologiques du Quai d'Orsay ou de l'Élysée. Eh bien, pensez-vous tout de même qu'on arrivera enfin, un jour ou l'autre, à plus de compréhension dans ces relations France-Israël qui sont à la fois passionnelles, avec des moments d'ouverture, mais aussi des moments marqués par des crises et des tempêtes. Et est-ce que malgré ce retard pris par Paris à propos de la lecture des événements qui vont très vite maintenant au Moyen-Orient, est-ce que justement la conclusion de ces accords d'Abraham pourrait peut-être, avec un certain délai, aider à cette embellie dans les mois qui viennent, d'après vous, entre Paris et Jérusalem? J'essaie d'explorer un peu la réalité, mais je ne suis pas un devin, alors je ne peux rien dire de ce qui va se passer. J'ai vraiment pas cette prétention. Non, mais en tout cas, est-ce que cette crise, elle est due aux rapports passionnels entre la France et Israël, qui sont des rapports à la fois de considération, mais en même temps de souverain mépris quelquefois, et est-ce que c'est résolvable? Écoutez, je ne sais pas, moi, j'ai été amené à en parler il y a quelque temps, en effet, où je prenais une image, je disais que c'était comme des rapports d'adolescents. Il y a des bouderies, il y a des fâcheries, il y a en même temps des proximités, des empoignades et en même temps des attirances. Ça manque de maturité, je dirais. Et si c'était une relation mature, elle repérerait que les intérêts politiques, ça c'est instrumental, mais aussi les proximités spirituelles et éthiques sont telles que ça devrait être des alliés majeurs, plutôt que il y a un lien il y a un soubassement. Si la France est vraiment républicaine, elle a un lien de soubassement fort avec la réalité de la création de l'État d'Israël. La question de l'État-nation, la question de le fait que même c'est Bonaparte le premier qui a appelé, on ne se souvient pas de ça, mais c'est Bonaparte le premier qui a appelé à la recréation d'un État juif. Avant bien Moïse Hess ou avant bien Joseph Salvador et avant bien Herzl. Oui, cette fameuse anecdote rapportée dans les annales d'histoire de Bonaparte qui, se promenant un jour de Tisha B'Av, sans doute dans le quartier de Saint-Paul, le quartier de certaines synagogues de l'époque, il voit les Juifs agenouillés et pleurant au sol, s'interroge et on lui explique que c'est le jour de la commémoration de la destruction des deux temples de Jérusalem et que donc il voit cette tristesse et s'exclame, ben ce peuple qui pleure
sa dignité perdue, eh bien, mérite de la retrouver. C'était une anecdote assez fameuse. C'est passé en plein Paris avec Bon, Bonaparte. je l'apprends là. Celle-là, je ne la connaissais pas, j'en connaissais d'autres. Mais enfin, bref, ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, spirituellement, euh, les accointances entre l'éthique profonde de la République, en particulier, je dirais même de ce qui s'est construit d'éthico-politique sous la Troisième République. Je pense, on a évoqué les valeurs de tout à l'heure de liberté, égalité, fraternité, raison, justice, mais aussi le solidarisme, par exemple, l'importance de la solidarité. Vous savez, Léon Bourgeois, qui a été le fondateur du mouvement solidariste en France, il avait des formules qui auraient pu être des formules ou qu'on trouve par ailleurs indépendamment dans des formules talmudiques. Par exemple, qu'on vit en dette envers la société et que la seule façon de régler la dette que chaque génération a vis-à-vis des générations antérieures, c'est de donner à la génération suivante. Enfin, je veux dire, il y a une spiritualité républicaine qui, tout en étant séculière, n'est pas étrangère. Et d'ailleurs, les nazis… Aux valeurs hébraïques. Aux valeurs du monothéisme hébraïque initié et transmis via le christianisme. Mais il n'y a pas d'étrangeté. D'ailleurs, les nazis, j'allais vous dire, ne s'y trompaient pas, qui mettaient la République, les valeurs de la République dans le même sac et dans un même continuum de tout ce qui était à vomir pour eux. Et il y a des citations très importantes à propos de Goebbels et puis de toute cette horde fauve de la direction nazie contre le décalogue, contre les 10 paroles et les valeurs des 10 paroles, où ils ricanent de ça, et en même temps ils ricanent, mais quelle liberté, quelle égalité, quelle fraternité. C'est la même chose. Gérard, nous arrivons, j'allais dire malheureusement, au terme du temps qui nous est imparti. Je vous remercie vivement pour justement le temps que vous avez consacré. Je remercie les auditeurs de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt parce que on envisage de se retrouver pour une réflexion, sans doute, on peut l'annoncer, qui serait axée sur le rôle des médias dans la civilisation d'aujourd'hui. Donc, on prend rendez-vous dans quelques semaines. Je vous remercie encore une fois et puis bonne santé. À bientôt. Merci à vous. Bon courage pour tout là-bas.